Bonjour à tous. Merci en tout cas pour l'invitation Frédéric Ancel et également à l'ESG. Je vais démarrer par cette question qui me préoccupe plus particulièrement pendant ce week-end, mais qui peut rejoindre la question du négationnisme d'État. C'est un événement qui est malheureusement un peu passé sous silence, le déplacement de Marine Le Pen à Vienne dans un bal avec des négationnistes, dans un bal organisé par des corporations étudiantes qui ont pour habitude de rendre ces lieux-là interdits aux juifs et à la presse par ailleurs, mais pour dire pourquoi la presse. Et dans cet événement-là, si je démarre par là, c'est pour parler d'un phénomène qui est particulier en France, qui est celui de la banalisation du négationnisme. Et que quelque part, autant la mobilisation sur place à Vienne était assez impressionnante, autant le silence de la société civile ou de la classe politique a été assez étourdissant depuis ce vendredi soir. Et je pense que c'est un sujet à évoquer là maintenant, pour ne pas arriver à un négationnisme d'État ici, bien évidemment, ça ne sera jamais le cas à nouveau, mais en tout cas, il y a là quelque chose par une partie de la classe politique dans une banalisation de fait que certains côtoient des négationnistes. J'ajoute à cela un autre événement qui était aussi une action de Marine Le Pen il y a quelques jours, puisque mercredi dernier, elle était invitée sur France Inter dans une interview où on l'a interrogée sur cette loi qui a été adoptée il y a quelques jours par le Sénat. Et dans sa réaction, quelque chose d'assez frappant, elle a voulu choisir d'utiliser le mot de massacre à 3 reprises, sans être relancée sur l'idée de génocide des Arméniens. On a bien compris, et puis j'ai pu faire des recherches, elle n'a jamais utilisé le terme génocide des Arméniens. Génocide arménien. Donc voilà quelque chose aussi qui se banalise, puisqu'elle n'a pas été relancée sur ce sujet-là. Son père l'aurait été avec beaucoup plus de virulence par les journalistes. Et là, voilà quelque chose qui peut passer. Certaines personnes qui sont candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui peuvent tenir de tels propos ou fréquenter de telles personnes que celles fréquentées à Vienne il y a quelques jours. Et ce phénomène de banalisation, plus généralement, il se voit autour du sujet qui était abordé avant par Dominique Surbeau sur la question de la liberté d'expression. Il y a cette envie-là de dire « Oh, ça va, ça peut être une opinion comme une autre, on peut tout dire, on peut laisser aussi les autres tout dire ». Cette jouissance de l'interdit ou cette jouissance de la volonté de laisser les autres dans une position d'interdiction. Il y a en ce moment, par exemple, une profusion de vente d'objets nazis dans les librairies, dans des librairies ou même dans des nouvelles revues qui sortent. Une nouvelle tendance de vouloir saluer la prouesse de l'armée hitlérienne. C'est assez impressionnant. Un site internet, il y a encore quelques jours, qui vendait des figurines de nazis, des statues d'Hitler, au même titre que des statues de Spider-Man ou de Superman. Bon, certains choisissent un super-héros, mais d'autres préfèrent Hitler. Ça se banalise. Et c'est ce phénomène-là qu'on doit dénoncer, qui n'est pas du négationnisme pur, mais c'est tous ceux qui accompagnent cette banalisation du négationnisme et qui nous nécessitent une protestation et une action de nos organisations. À cela s'ajoute le phénomène de saturation. On parle trop de la Shoah, bon, c'est connu, pour parler par exemple de ce génocide-là. Et pourtant, on remarque, c'est un sondage que nous on avait sorti il y a quelques années, quand d'ailleurs mon prédécesseur Patrick Lugman était président de l'UEJF, 51% des jeunes Français considèrent le négationnisme comme une opinion comme une autre. Là, journal Stern en Allemagne a sorti il y a quelques jours une autre enquête. Un jeune Allemand sur 5 ne sait pas ce qu'est Auschwitz. Alors on parle de saturation, on pose la question, on ouvre le débat, mais faut-il aller à Auschwitz ou pas, etc. Et alors à côté de ça, la saturation, on ne la voit pas, puisqu'en réalité, il y a un gros problème de transmission de l'information. On a un public désinformé, alors il faut une loi, et je reviendrai là-dessus après, mais il faut aussi beaucoup travailler sur la question de l'éducation, où en réalité, il n'y a non seulement pas trop d'informations sur les génocides, mais seulement pas assez de travail d'éducation. Et là aussi s'ajoute un autre phénomène, un autre discours qui a séduit notamment dans les quartiers, puisqu'on intervient à l'UEJF avec SOS Racisme dans le cadre de Coexiste, des programmes de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et on a pu entendre il y a quelques années, et c'est toujours présent, les phrases « on parle trop de la Shoah, mais on ne parle pas assez des autres massacres ». Discours qui a été beaucoup porté par Dieudonné à l'époque, où sur cette question-là, pour banaliser le négationnisme et pour attiser la haine, il venait mettre une concurrence victimaire, une concurrence des mémoires. C'est parce qu'on parle trop de tel génocide qu'on ne parlerait pas de la colonisation ou de l'esclavage ou d'autres phénomènes à rappeler, dont il faut rappeler l'histoire. Et à cela, on avait opposé à l'époque quelque chose qu'il est important, que je tiens à rappeler, c'était Benjamin Aptan qui était président de l'UEJF à l'époque
et Frédéric Ancel d'ailleurs avait participé avec nous à un voyage, c'était au Rwanda, c'était le phénomène de dialogue des mémoires. À ceux qui disent qu'il faut opposer les communautés, il faut opposer les mémoires, on vient dire non, les mémoires peuvent être des objets de rencontre et elles ne s'opposent pas, elles peuvent s'ouvrir et permettre le dialogue. Et c'était donc un voyage au Rwanda sur les traces du génocide Tutsi et on a opéré ce travail-là de dialogue des mémoires. Et ce travail d'éducation dont je parlais juste avant, où on doit se rendre encore plus souvent, je pense, dans des voyages de la mémoire pour mieux comprendre ce qui s'est passé, pour mieux transmettre à la nouvelle génération l'histoire des génocides, ça passe aussi donc par le fait de le faire à plusieurs, de le faire en dialogue. Et on emmène chaque année en Pologne d'autres délégations, pas simplement des étudiants juifs. L'année dernière, on est parti avec les associations de tziganes de France, la FNASAT, qui n'avait jamais fait ce travail de mémoire-là, et c'est en partant ensemble, par ailleurs qu'on s'enrichit les uns les autres, mais que par ailleurs on peut transmettre cette question-là de la transmission et de l'éducation qui est plus que nécessaire encore aujourd'hui, et dont on veut nous faire croire que tout est transmis très tranquillement par l'éducation nationale, et qu'il n'y a pas besoin d'ajouter le travail des associations. Et puis, un autre phénomène qui accompagne le négationnisme, c'est autre chose qui a accompagné par exemple ce qui s'est joué lors de l'incendie de Charlie Hebdo. Ou encore une fois sur la question de la liberté d'expression qui était abordée avant, il y a cette envie à tout prix de pouvoir dire il faut critiquer les génocides, on peut critiquer la nécessité d'une loi, bon, peut-être pas nier mais au moins critiquer, on peut se mettre à pouvoir en parler, il ne faut pas les rendre sacrés. Mais en réalité derrière ça, de vouloir mettre au même niveau qu'une religion, au même niveau que le blasphème, c'est en réalité vouloir dire que ça correspond à un courant de pensée, à une idée. Parce qu'on peut critiquer, on peut apprécier une idée. Le socialisme, le gaullisme, les religions, c'est des croyances, on peut les critiquer, on peut les apprécier, on peut considérer qu'elles elles ne nous conviennent pas. Mais un crime contre l'humanité, il n'y a pas de débat à avoir autour. Et c'est cela que dans le mythe qu'on veut créer autour des génocides, on veut nous faire croire en disant on nous empêche de pouvoir porter une parole critique. C'est de le mettre au même niveau qu'un système de croyance ou qu'une idée, et donc de cette manière-là aussi participer à sa négation. Et puis la loi, alors on a soutenu la loi qui a été adoptée par le Sénat la semaine dernière, parce que le négationnisme, comme il a été rappelé plusieurs fois ici, mais c'est vrai que c'est important de rappeler les fondamentaux, est un racisme et un antisémitisme. Parce qu'en réalité, ce qu'il y a derrière un propos négationniste, c'est pas simplement le fait de nier le génocide, parce que, peut-être que ça pourra paraître choquant, mais moi, quelqu'un qui veut juste considérer qu'il n'y a pas 6 millions, mais 5,5 millions de morts pendant la Shoah, c'est pas cette partie-là qui est dérangeante. Ce qui est dérangeant, c'est qu'en réalité, derrière ça, il y a autre chose, il y a toujours autre chose. Et ce qu'il y a derrière, c'est l'idée qu'il y a une imposture, une supercherie. Une imposture, une supercherie pensée par les Juifs, pensée par les Arméniens, pour asseoir leur domination, pour pouvoir mettre le monde à leurs pieds. Voilà ce qu'il y a derrière à chaque fois. Un négationniste est en réalité toujours un vrai antisémite ou un vrai raciste. Et c'est cela qu'il faut dénoncer, parce qu'on veut nous faire croire que ça pourrait être une querelle d'historiens, parce qu'on pourrait nous faire croire qu'une loi empêche les historiens de parler. En réalité, ce que la loi permet, ce qui a été rappelé plusieurs fois, c'est de protéger. Mais de protéger non seulement les descendants des victimes, mais de protéger ces différentes communautés aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ce qui est derrière un acte négationniste, c'est en réalité une manière de s'attaquer au statut des Juifs d'aujourd'hui, des Arméniens d'aujourd'hui, des Tutsis aujourd'hui, en disant regardez, ils sont les héritiers d'une supercherie du passé parce qu'ils veulent asseoir leur domination, parce qu'ils veulent renforcer leur position de pouvoir, etc., qu'on nous prétend. Et c'est cela que je tenais aussi à rappeler là. Un dernier point essentiel, parce que je parle au nom des étudiants juifs, et que notre combat aujourd'hui, il est de travailler sur la mémoire et de considérer que c'est aussi dans une logique de prévenir ce qui se joue aujourd'hui. Alors, la présence dirigeant du collectif Urgence Darfour, dont on fait partie, avec la jeunesse arménienne notamment, et d'autres mouvements, parce qu'en réalité, travailler sur la mémoire et travailler contre le négationnisme, c'est en même temps penser à l'avenir et réveiller les consciences. Sans mémoire, il n'y a pas de conscience, et le travail de ce moment-là, face à ceux qui veulent effacer l'histoire, en réalité, ce qu'ils veulent effacer, c'est en réalité, c'est pas... C'est le comportement des bourreaux qu'on cherche à effacer. C'est pas simplement en réalité la mort des victimes. C'est le comportement des bourreaux. C'est ce qui est le moins dit. Ce qu'on cherche à effacer, c'est que derrière la Shoah, il y a une possibilité de l'homme, derrière le génocide arménien, une possibilité de l'homme de pouvoir conduire à de tels actes. Et c'est cette partie-là aussi qu'on cherche à effacer. Et en l'effaçant, on peut encore plus facilement permettre ce qui peut se jouer encore aujourd'hui, et notamment au Darfour. Donc c'est aussi prévenir des actions qui se passent aujourd'hui,
construire l'avenir de demain que de travailler sur cet aspect-là, et c'est pour cela qu'on combat le négationnisme. Merci.